Alors, bonjour à tous. Ravi de vous voir si nombreux à cette troisième session de méditation sur le souffle, approfondissement de la méditation sur le souffle. Donc, ce qu'on voit ici dans ces sessions, c'est une séquence qui nous permet de travailler l'attention au souffle, la concentration sur le souffle, à travers des étapes de la plus grossière à la plus subtile. Donc, on va revoir ces étapes pour s'en souvenir. Et puis, on va ajouter deux autres étapes aujourd'hui, voir comment elles s'articulent, voir quelle est l'importance non seulement des méditations de calme mental, mais de ce qu'on appelle la méditation analytique, de savoir équilibrer les deux, de savoir comment cette séquence qui est présentée sur le souffle se comprend à travers la méditation de calme mental, parce que c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. On essaie de calmer l'esprit, de focaliser l'esprit sur son objet. Mais comment on peut comprendre chacune de ces étapes aussi à travers la méditation analytique, la méditation qui nous permet de comprendre en profondeur, de voir en profondeur. Donc c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui à travers la compréhension de ce qu'est la vigilance et l'observation des pensées. La première fois, on a observé le souffle simplement, puis le corps à travers le souffle. On a ensuite observé la fois dernière la qualité de notre expérience. En même temps qu'on était soucieux de conserver une attention sur le souffle, on essayait d'étendre la manière dont on percevait le souffle pour calmer nos agitations mentales et pour faire en sorte qu'on arrivait plus facilement à se concentrer sur le souffle, en aimant le souffle, en ayant une forme d'enthousiasme naturel qui naît de la détente, simplement être détendu, on a envie de se focaliser sur le souffle. Et maintenant qu'on a établi ces 6 étapes, on peut en observer d'autres qui vont être comment on essaie de développer cette vigilance qui analyse les états mentaux à mesure qu'ils se déroulent dans l'esprit, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut conserver l'attention sur le souffle en même temps qu'une forme de vigilance, parce qu'on a vu dans la première séance que la concentration, c'est comme du pilotage, il y a plusieurs choses à faire, pas seulement penser que la méditation c'est simplement une focalisation et il n'y a rien d'autre à faire, non, il faut aussi regarder un peu dans l'esprit qu'est-ce qui se passe, où j'en suis, est-ce que je suis plutôt excité, plutôt en train de m'endormir, et à chaque fois rétablir un peu le cap, c'est comme si on était dans un avion et que l'avion virait sur la gauche, il faut le faire revenir, mais si on a l'impression que gauche et droite c'est la même chose et qu'on tourne toujours le même, c'est pas un guidon, c'est le balai, le manche à balai, toujours dans le même sens, même si on tourne à droite ou à gauche, on va finir par se scratcher. Donc, il faut bien faire la différence entre l'excitation et une forme de torpeur mentale. Et ces choses sont assez sensibles, elles se ressemblent parfois. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et en même temps, essayer de développer une compréhension profonde de nos pensées, à quoi on pense. Et ça tombe dans le champ de la méditation analytique. C'est devenir notre propre thérapeute, c'est savoir ce qui se passe dans notre esprit, savoir le nommer, savoir le comprendre et pouvoir y apposer un antidote. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par une petite méditation de calme mental qui va reprendre certains points qu'on a vus les fois précédentes. Pas tous, parce que vous avez vu, on en commence à en avoir 6. Si on doit faire ça en 20 minutes, c'est assez... Il ne faut pas que ce soit trop rapide. Il ne faut pas qu'on passe de l'un à l'autre. D'ailleurs, je dirais un petit peu tout à l'heure comment on peut essayer d'équilibrer sa pratique pour ne pas avoir l'impression de courir sans arrêt après un nouvel élément, de passer de l'un à l'autre. On peut aussi, pendant 20 minutes, ne méditer que sur l'un, ou commencer au 3e élément ou au 4e élément. On n'est pas obligé de faire cette séquence à chaque fois. Il faut s'adapter en fonction des besoins, en fonction de ce qu'on pense être le plus juste au moment où on va méditer. Donc, on va en faire que quelques-uns. Aujourd'hui, on va faire « Je suis conscient du souffle »,« Je suis conscient de l'inspiration et de l'expiration ». Ça, c'est le premier. Je suis conscient si mon souffle est court, si mon souffle est lent. Ça, c'est la 2e. Je suis conscient de mon souffle et de mon corps dans son ensemble. La 4e. Et je vais calmer l'activité du corps et du souffle. Voilà, on va faire les 4. La fois dernière, on avait vu en plus, je suis conscient de l'expérience, j'ai une forme de rafraîchissement mental. Et ensuite, la dernière, la 6e, je suis conscient d'une forme de bonheur, de contentement.
Donc celles-là, on ne va pas les faire aujourd'hui parce que on va essayer d'avancer dans l'exposition de cette séquence et je pense que c'est bien de ne pas trop courir, prendre le temps aussi, parce que parfois se focaliser sur la première apporte plus de bienfaits que de simplement vouloir tout de suite avoir une sensation plaisante, une sensation de rafraîchissement, une sensation de bonheur. Parfois, simplement se focaliser sur être conscient de l'inspiration et de l'expiration, c'est plus efficace. Donc, on va commencer par ça, puis après, si vous avez des questions sur votre pratique, sur les choses que vous avez expérimentées cette semaine, ben, je suis ravi de pouvoir essayer d'y répondre. Donc, on va faire ça. Les micros sont coupés, donc Arnaud, c'est bon? Je pense que... En fait, c'est moi qui les ai coupés au fur et à mesure, mais du coup, si tu veux, je les coupe cette fois sans possibilité de les D'accord, ok. réactiver. Ok, Alors, donc je vais c'est le faire. temporaire, hein. Vous aurez l'occasion de bosser vos questions. Donc on va commencer. Vous Alors, pouvez prendre juste, une... François, ça va couper le tien aussi, donc un instant. C'est bon, François. Ah ok, d'accord, c'est bon. Donc vous pouvez prendre une position confortable, une position qui vous inspire à la fois une forme de détente et de tonicité. Il ne faut pas penser que la détente, c'est le relâchement total. Non. La détente, c'est cet équilibre entre la tonicité et trop de relâchement qui induit une forme de torpeur. Parce que si on devait vraiment relâcher toutes les tensions musculaires, on finirait par s'affaisser sur le coussin et tomber par terre, par exemple. Non, il faut avoir une certaine contenance dans l'aplomb du corps, mais qui ne soit pas extrême dans le sens de tension musculaire, quelque chose qui nous semble désagréable, et pas totalement relâché non plus. Essayez de trouver dans votre maintien du dos qui exprime un peu cet équilibre. On va porter notre attention sur le souffle. Dans cette technique, on n'essaie pas de le forcer, on l'accepte juste comme il est. S'il est court, s'il est lent, s'il est tendu, s'il est profond, on l'accepte comme il est, on n'essaie pas de le forcer, on n'essaie pas de respirer trop profondément. On est simplement conscient de notre inspiration. Quand j'inspire, je suis conscient que j'inspire. Quand je suis en train d'expirer, je suis conscient d'expirer. J'aperçois que mon esprit a été distrait, puisque de toute façon je ne peux m'en apercevoir que lorsque la distraction est terminée, eh bien, je ramène mon esprit sur le souffle avec bienveillance, sachant que c'est normal d'être distrait, c'est pour ça qu'on s'entraîne.
J'inspire, conscient de mon inspiration, j'expire, conscient de mon expiration. Et c'est tout. Quand j'inspire, je sais, ceci est l'inspiration. Quand j'expire, je le sais, ceci est l'expiration. Et de temps à autre, je peux me dire, est-ce que je suis bien conscient du souffle? Si c'est le cas, je peux me dire, voilà, c'est ça la pleine conscience. Durant quelques secondes, mon esprit a développé cette pleine conscience sur le souffle. Cette oubli mentale. Maintenant, je vais essayer d'en savoir un peu plus sur ce souffle. Est-ce que mon souffle est court? Est-ce qu'il est lent? En réalité, je ne change pas d'objet, j'essaie de raffiner la qualité de mon attention, le faisceau de mon télescope mental. J'inspire, conscient si mon souffle est lent, s'il est court. J'expire, conscient si mon souffle est lent, s'il est court. Il ne s'agit pas de savoir en général est-ce que mon souffle est court ou lent, c'est en temps réel. Est-ce que mon souffle a des variations d'une inspiration sur l'autre en temps réel? Est-ce qu'à cet instant où je l'observe, mon souffle est court? Est-ce qu'il est long?
Être conscient du souffle, c'est être conscient des sensations, de la respiration par exemple, mais c'est peut-être être sensible au bruit de la respiration, c'est être sensible au corps. On va agrandir l'objectif de notre télescope pour essayer d'inclure non seulement la respiration, mais les sensations qui traversent notre corps, les mouvements involontaires ou volontaires. J'inspire, conscient du souffle, et à travers le souffle, le corps dans son ensemble. J'expire, toujours conscient du souffle, que j'inspire, que j'expire, et conscient de la sphère sensorielle, des choses que je perçois à l'intérieur de mon corps. J'inspire, conscient des activités du corps. J'expire, conscient des activités du corps et du souffle. J'essaie de ne pas observer une sensation particulière, comme une sensation de douleur par exemple, mais de garder une appréhension globale du corps, surtout une appréhension du souffle. C'est à travers l'observation du souffle que j'observe le corps. J'inspire, conscient de l'activité du corps à travers le souffle. J'expire, conscient de l'activité du corps à travers le souffle.
ce corps que j'ai pu observer, que j'ai pu ressentir à travers le souffle, je vais sur l'inspiration, sur l'expiration, en calmer les activités. Ça ne veut pas dire se relâcher totalement, ça veut dire ressentir ce qui, à cet instant, pourrait exprimer une forme de détente. Quel type d'inspiration je pourrais avoir pour essayer d'exprimer à cet instant un peu plus de détente, de calme, de paix. Une expression idéale, générale, c'est celle qui, à cet instant, là où j'en suis, peut exprimer un peu plus de calme et de paix. J'inspire, je calme l'activité du souffle et du corps, peut-être les tensions, ma manière d'inspirer, d'expirer. Je suis sensible à ce calme. J'inspire, conscient du souffle que je calme. J'expire, conscient du corps et du souffle que je calme.
pouvoir, quand je le souhaite, réouvrir les yeux si je les avais fermés. Et tout doucement sortir de cette méditation en essayant de conserver la même qualité d'esprit, comment on essaie d'apporter la qualité de l'esprit qu'on cultive pendant la méditation, en dehors de la méditation. C'est de conserver la saveur détendue, calme. C'est un challenge de ne pas faire de la pratique de la méditation simplement quelque chose qui détend sur le moment, mais essayer d'être sensible à la qualité de cette attention et de pouvoir la conserver après aussi. Voilà, alors on va pouvoir échanger un petit peu. Si vous avez des questions à poser sur le nombre de pratiques, sur les... Oui, vous pouvez, si vous le souhaitez, le faire par écrit aussi également. Ça, c'est pas mal. Par rapport pour ceux qui ont reçu les indications de pratique, par exemple, est-ce que vous avez des choses que vous voudriez partager ou sur lesquelles vous avez des interrogations? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était facile? Est-ce que vous y êtes arrivé? Est-ce que vous ne l'avez pas toujours fait? Est-ce que vous avez l'impression que votre motivation entre la première session et aujourd'hui s'est un peu altérée? Pour moi, c'est important d'avoir vos retours parce que je pense que la méditation guidée a des bienfaits, mais je pense aussi que chacun dans notre pratique, on doit à un certain moment utiliser exactement ce qui nous convient au moment donné. Et ce qui convient pour une personne ne convient pas pour une autre nécessairement. Donc il y a un fort besoin d'adaptation, adapter la technique, ou en tout cas méditer sur certains aspects plutôt que d'autres, à certains moments de notre vie, savoir vraiment avoir vraiment comme on pilote un avion, hein, dès qu'on sent qu'on a un petit peu sur le côté, on essaie de revenir, et vraiment avoir cette adaptation, une forme d'intelligence émotionnelle aussi, de savoir vraiment adapter ce qu'on reçoit, l'enseignement du Bouddha qui exemplifiait ça, disait que un bon cuisinier, c'est pas celui qui cuisine tous les jours la même chose, c'est celui qui est soucieux de son maître et qui son maître à l'époque, en tout cas c'était il y a 2500 ans, et qui lui demandait qu'est-ce que le maître veut, qu'est-ce qu'on peut lui cuisiner à ce moment-là. Donc c'est vraiment réussir à s'adapter, adapter notre pratique plutôt que de le faire de manière euh, euh, inerte, c'est-à-dire que chaque fois on médite sur la même chose. Non, il faut vraiment avoir ce facteur d'adaptation, de comprendre ce qui nous arrive pour pouvoir adapter notre méditation. Donc si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre un petit peu. Oui, il y en a quelques-unes, François. D'accord, Alors, bon, il y en bah, a tant une mieux. qui touche exactement à ce dont tu parlais, qui dit les indications de pratique sont bien, mais par moments j'ai une légère impression d'être dans un schéma, d'un process, comme un travail, et cela a pu modifier mon enthousiasme. Oui, ben, c'est pour ça qu'on a que cette technique, il y a 16 aspects. C'est les 16 aspects de l'anapanasati, la pleine conscience du souffle. Donc on a l'impression d'avoir un petit peu une fiche de travail comme quand on va faire de la gym, par exemple, hein, un plan d'entraînement. Mais c'est rien d'autre que ça, finalement, hein, ce qu'on fait. Hein. Si on entraîne l'esprit à éprouver des choses constructives, la voie spirituelle peut être réduite à ça aussi. Transformer son esprit, entraîner son esprit. Donc c'est sûr que ça donne l'impression d'une forme de discipline un peu rigide, mais encore une fois, et ça j'espère vous l'avoir dit, mais si ce n'est pas le cas, je peux le répéter avec plaisir, c'est que il faut, si on a l'impression que c'est trop technique, si on a l'impression qu'il y a trop d'éléments, on peut ne se concentrer que sur l'un pendant quelques semaines. On peut faire simplement la première technique, conscient que j'inspire, j'inspire, conscient que j'expire, j'expire. Si on a l'impression que le fait de faire 4 points
réduit notre enthousiasme parce qu'on a l'impression d'avoir une forme de contrainte, il vaut mieux en faire un avec enthousiasme. On aura beaucoup plus de résultats. Donc, je vous encourage à vous sentir libre. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Quel point je vais pouvoir faire pour essayer de conserver mon enthousiasme et pas de me sentir forcé? On peut forcer le corps à courir, on ne peut pas forcer l'esprit à méditer. On a vu la fois dernière que ça se passe par il faut déverrouiller en nous la possibilité d'être détendu. Donc il faut déverrouiller une possibilité à vivre l'objet de méditation avec calme et joie. Il faut aimer cet objet de méditation. Mais si à chaque fois on revient à l'objet de méditation en pensant il faut que je fasse les 6, il faut que j'arrive là, attends, j'ai 20 minutes, il faut que je fasse 3 minutes 30, mais les derniers je voudrais faire un peu plus long. Donc là ça devient vraiment un plan d'entraînement mais rigide. Et la rigidité mentale est un obstacle au calme mental. Donc à la fois il faut avoir ce cadre parce qu'il faut rentrer dans les différents comme la boule au croquet, il faut rentrer dans les différents arceaux pour arriver au point final, mais il faut que ça se fasse avec compréhension qu'il faut du temps et puis à la fois beaucoup de calme et de bienveillance envers nous-mêmes. Il y avait deux questions en fait, Malika et Dario qui demandaient si tu pouvais dire quelques mots de la marche méditative. Ah oui, c'est une bonne question ça. C'est parce que j'ai parlé la fois dernière des 4 états dans lesquels on peut pratiquer la méditation. Il y a la marche, il y a la position debout, la position assise, la position couchée, la position accroupie. Ce sont les quatre états physiques pendant lesquels on peut pratiquer la méditation. Et la position debout, ça peut correspondre à la méditation marchée. Alors, ce qu'on fait avec le souffle, la beauté de cette technique-là, c'est ce qu'on fait avec le souffle. On peut l'adapter pour tous les objets de méditation quasiment. On peut remplacer le souffle par la marche. Voilà, je suis conscient du pied droit au lieu de l'inspiration, l'expiration. Je suis conscient du pied droit quand je le pose, du pied gauche. Ensuite, je suis conscient des caractéristiques. Est-ce que sous mes pieds, je marche rapidement? Est-ce que je marche vite? Je peux calmer, je peux être conscient du corps entier quand je marche. Je peux être conscient de calmer toute l'activité du corps quand je marche. Donc on peut remplacer le souffle par ça. On peut remplacer le souffle par une visualisation aussi. Je suis conscient des aspects grossiers d'une visualisation. Je suis conscient de... Et on peut aller par étapes et faire exactement les mêmes étapes. Donc la méditation de marcher, on peut être sensible à la sensation qu'on ressent sous la plante des pieds. Moi, je vous le conseille parce que c'est vraiment quelque chose qui est l'équivalent du souffle, on pourrait dire, pour la marche. Donc, je suis conscient gauche, droite. Ça peut être la première étape. La deuxième, c'est je suis conscient de la sensation sous mes pieds. Ensuite, je suis conscient de ma marche et du corps dans son ensemble. Je calme l'activité du corps. Je ressens cette expérience rafraîchissante. Je concentre l'esprit. Donc, on peut vraiment aller, toutes ces étapes, on peut les faire avec la marche également. Alors, une autre question. Dès les premières inspirations-expirations, naturellement, je ressens la détente du corps, donc j'ai l'impression d'être immédiatement à l'étape 4. Faut-il se forcer à rester à l'étape 1 malgré tout? Non, c'est aussi une question importante. Dans la tradition Mahayana de la manière dont on développe la concentration, il y a 9 points. Plus on avance dans la concentration, moins on a besoin de répéter les étapes qu'on a faites. On peut, quand on atteint le calme mental, ou quand on atteint l'étape 9, par exemple, on peut, en une fraction de seconde, revenir à l'étape 9 sans avoir redéveloppé. C'est d'ailleurs l'entraînement. Plus on s'entraîne, plus on arrive facilement au point d'arrivée, qui est au point où l'esprit a atteint cette stabilité et ce calme. Cette stabilité non discursive et cette clarté mentale. Donc, si vous pensez que vous avez suffisamment de calme physique, vous pouvez passer à d'autres étapes. Vous pouvez même passer à une méditation analytique. C'est aussi ce que j'ai dit au départ, de pouvoir s'adapter à la manière dont on vit la méditation en temps réel pour pouvoir être le plus efficace possible. Parce que si on se sent complètement détendu et qu'on est prêt à faire autre chose, si on revient à l'étape 1, on peut quasiment dégénérer dans la méditation parce qu'on oublie le calme et qu'on fait que l'inspiration et l'expiration. C'est là où ça demande une certaine adaptation. Ah oui, putain.
La notion de je respire, je calme mon corps, ma respiration me gêne. Il y a un mode faire de vouloir changer l'expérience. Peut-on parler de je respire, le corps, la respiration se calme? Je respire, le corps, la respiration se calme. Alors, ce qui peut arriver parfois, et ça je voulais en parler aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de cette technique-là comme de détendre chacun des muscles des vertèbres, par exemple. Chacun des points, il va détendre une petite fraction de ce muscle, enfin de toute cette chaîne lombaire, par exemple. Chaque point, il a une latitude limitée. Mais si on a passé une journée et qu'on a eu un accident de voiture ou qu'on a fait une chute ou qu'on a un lumbago, cette latitude qu'on a d'étendre segment par segment va être complètement limitée, par exemple. Donc, on va pouvoir essayer de se dire, il faut que je détende le corps parce que je suis passé de la séquence 1 à la séquence 5, par exemple, mais ça ne va pas fonctionner, ça. Donc là, il vaut mieux rester à la séquence 1, parce que si on a l'impression que c'est une tension et qu'on force les choses, c'est que les causes et les conditions à la méditation ne sont pas réunies pour qu'on en soit arrivé au point 5, par exemple. Il vaut mieux rester sur le point 1. Et là aussi, c'est de l'adaptation. C'est que chaque fois, peut-être que la veille, on a allé jusqu'au point 5, mais les choses qu'on ne peut pas forcément expliquer, qui sont les causes et les conditions de la vie de tous les jours, font que ce jour-là, on peut faire que le point 1. Et on peut le faire bien ou mal. Ça, c'est les aléas de la méditation. Mais il ne faut pas se forcer à essayer de tout de suite avoir l'impression qu'à chaque fois, il faille arriver au point 5, par exemple. Alors ensuite, il y a Camille qui disait « Bonjour, continuez à travailler en extérieur. Je me confronte comme en temps normal à la difficulté de me tenir à mon engagement de méditer tous les jours. Je suis rattrapé par le temps qui manque et la fatigue. Je ne sais pas si c'est finalement un manque d'enthousiasme. » C'est dur de méditer. Il faut le savoir que c'est pas évident de méditer. Historiquement parlant, il y avait deux types de personnes quasiment. Ceux qui, à l'époque du Bouddha, avaient quitté leurs préoccupations professionnelles, on peut dire, à l'époque. Ils vivaient sans maison, on les appelait les sans maison, et ils partaient dans la forêt, ils pratiquaient la méditation. Et il y a ceux qui avaient une vie domestique, on pourrait dire. Et Bouddha enseignait beaucoup à ceux qui avaient une vie domestique d'observer leur éthique. Qu'est-ce qu'ils font avec leur corps? Comment ils font du commerce? Est-ce qu'ils développent la sincérité? Est-ce qu'ils développent des valeurs humaines qui servent à la vie de tous les jours quand on a une activité professionnelle? À ces personnes-là, Bouddha n'enseignait pas nécessairement à méditer parce qu'il savait qu'il faudrait peut-être préalablement travailler sur des causes plus grossières, mais très efficaces. Comment on parle? Est-ce qu'on dupe les autres? Est-ce qu'on ment? Toutes ces choses qui ont le potentiel de perturber l'activité mentale et de produire des expériences insatisfaisantes sont des choses qu'on peut pratiquer tous les jours. Le but de la voie spirituelle, ce n'est pas la méditation, le but c'est la transformation intérieure à travers nos actions, nos paroles et notre esprit. Donc, si on pense que la méditation est trop dure, il ne faut surtout pas s'en vouloir parce qu'il y a plein d'autres choses à faire. Il y a avoir des paroles bienveillantes, avoir de l'écoute, s'abstenir d'actions non vertueuses pour soi et pour les autres. Donc, c'est pas seulement la méditation. Donc, pas s'en vouloir et se dire, mais il y a plein d'autres choses à faire. Je peux avancer spirituellement sans mettre les fesses sur un coussin. Ça, c'est complètement possible. Et s'il y a un manque d'enthousiasme et qu'on a le temps, on peut essayer de rétablir notre enthousiasme par reconsidérer les qualités de la méditation. Qu'est-ce qui est bénéfique quand on médite? Quels sont les problèmes liés à la distraction? Et puis, savoir que c'est possible aussi en s'adaptant. Mais être toujours conscient que si on a une activité très intense dans la journée, évidemment qu'il est difficile de penser qu'on puisse tomber dans un état de calme mental parfait quand on va se mettre à méditer. Ça, c'est juste du réalisme. Donc, pas de problème, il faut juste accepter ce qu'on peut faire au mieux. On fait au mieux, de toute façon.
Il y a une question qui est un peu liée. J'ai du mal à trouver l'équilibre entre l'adaptation et le fait de vouloir quand même trouver une certaine discipline, habitude de méditation, de vouloir progresser et évoluer dans ma pratique. Ouais, ça, c'est un grand challenge, ça. C'est trouver cet équilibre entre le développement personnel, on pourrait dire, et puis le fait de ne pas trop pousser non plus. C'est-à-dire conserver une forme de développement sans faire que cette forme de développement elle aille à l'encontre de ce qui est possible à certains moments. Ouais, ça, c'est un vrai challenge, mais c'est le pouvoir de l'équilibre aussi. Hein. Trouver l'équilibre entre, c'est la corde de la guitare. Hein. Si on l'attend trop, elle casse. Si on l'attend trop peu, il n'y a pas de musique qui sort de la guitare. Donc c'est vraiment, ça fait partie de la pratique spirituelle, de trouver cet équilibre entre qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de mieux. Ça, c'est une question difficile. Hein. Qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui? C'est dur à savoir, ça. Une autre question. À certains moments, j'ai l'impression de manquer d'air un peu. Plus je me focalise sur le souffle, plus parfois je me demande presque comment on respire. Ouais, mais c'est normal ça aussi, hein, parce que quand on porte attention sur le souffle, on porte attention à quelque chose qui n'est pas tout à fait simple non plus. Hein. On parle de l'inspire et de l'expire, mais il y a aussi les rétentions entre l'inspiration et l'expiration, entre l'expiration et l'inspiration. Le souffle, c'est un peu quand on est comédien, moi j'étais comédien avant, et qu'on monte sur un plateau et qu'on nous demande de bouger ou de marcher, tout à coup on n'y arrive plus parce qu'il y a tout le monde qui nous regarde. On se dit, ben, ok, comment je marche? Ben, qu'est-ce que je fais avec mes doigts? Qu'est-ce que je fais avec mes doigts? Mes mains, qu'est-ce qu'elles font? Et il peut arriver la même chose avec le souffle, il faut s'habituer à observer le souffle, à le comprendre comme il est, pas essayer de le transformer. Et puis, si on manque de souffle, c'est que peut-être on essaie de le forcer un peu. Donc là, simplement le laisser comme il est et pas penser que aujourd'hui ou dans l'idéal, il faudrait que le souffle soit calme. C'est vrai quand on atteint le calme mental. C'est vrai quand on atteint le calme mental, le souffle est devenu extrêmement subtil, mais de penser qu'on peut arriver à ça dès le départ, ça crée une tension. Encore une fois, je pense que c'est important de prendre le souffle comme il est, de prendre là où on en est, de commencer là où on en est. Et ça, c'est vraiment la philosophie de garder cet esprit du débutant à chaque fois quand on est là. Ce qui est dur, hein, parce que quand on arrive, on fait des retraites, ça se passe très bien, on sort de retraite, voilà, on est repris dans la vie de tous les jours, il faut accepter c'est pas une marche arrière, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on cultive, mais d'adapter nos attentes à la méditation qu'on va trouver quand on va s'asseoir sur les coussins. Donc, essayer d'accepter le souffle comme il est, de le prendre comme il est. On n'essaie pas de le transformer, le souffle. On essaie de le transformer uniquement quand on a déjà atteint un peu de concentration. C'est pour ça que la première étape, ce n'est pas la quatrième. La première étape, ce n'est pas calmer le corps. Parce que si c'était ça, il y aurait une forme de tension qui se créerait immédiatement parce qu'on veut. Non, c'est à travers l'attention qu'on a créée à l'étape 1, j'observe le souffle, qu'on peut commencer à avoir cette fenêtre et cette latitude de pouvoir détendre le souffle. Parce que justement, c'est à travers la concentration qu'on est libre d'avidité. Si on commence tout de suite par le point 4, on peut avoir cette avidité, je veux que le souffle soit comme ça. Et l'avidité, en général, elle fonctionne en oubliant qu'il faut accumuler les causes et les conditions pour arriver à un résultat. Non, là, on veut seulement le résultat. Et ça pose problème parce que ça crée une tension intérieure. Une question de terminologie. Dans la distinction entre méditation de placement et méditation analytique, le terme vipassana semble correspondre dans certaines traditions à la méditation de placement et dans d'autres à la méditation analytique. Le Satipatthana Sutta est-il une méditation de placement, par exemple, avec pour aboutissement shamatha? Comme je le connais, en tout cas, je pense que Satipatthana, non, c'est une méditation les facteurs mentaux qui sont suscités dans Satipatthana, c'est la pleine conscience, mais c'est surtout la sagesse. C'est comprendre les attributs des 4 éléments que sont le corps, les sensations, la conscience et les objets, les phénomènes. C'est comprendre leur impermanence, c'est comprendre leur absence de soi intrinsèque, par exemple. Donc, les facteurs mentaux qui sont engagés sont la sagesse. Et c'est un petit peu ce que je vais parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que
c'est une bonne transition parce que c'est moins clair sur l'anapanasati, sur les 16 étapes qu'on voit. Dans certains commentaires, il dit que les 4 premières étapes qu'on a vues sont pour développer le calme mental, les autres sont là pour développer la vision pénétrante ou la méditation analytique, on pourrait dire. Mais dans d'autres commentaires, il est dit que ces 16 étapes sont ce qui va permettre de développer les 4 établissements de la pleine conscience, qui sont, eux, l'activation de la sagesse. Donc, ce n'est pas très clair. Il faut le prendre avec souplesse parce que les enseignements qui sont donnés pour correspondre à une certaine pratique peuvent être envisagés sous d'autres angles également. Dans le bouddhisme tibétain, on n'emploie pas tellement vipassana parce que vipassana, c'est l'état hautement perceptif et sage, c'est-à-dire l'activation de la sagesse à l'intérieur de nous, qui a été développé quand on a atteint le calme mental. Donc, on pratique vipassana que lorsqu'on a acquis le calme mental, qui est une absorption méditative incroyable. Donc, on pratique la méditation de placement, on pratique la méditation analytique. Moi, je préfère dire comme ça parce que, après, sinon, on crée la confusion entre la pratique de la méditation analytique et vipassana et la pratique du calme mental et shamatha. Shamatha, c'est ce qu'on a atteint quand on a atteint le calme mental. Sinon, on pratique le calme mental. C'est ce qu'on fait dans ce qu'on a vu sur le souffle, par exemple. J'inspire, j'expire, j'essaie de calmer l'esprit, mais je n'ai pas atteint shamatha. On pourrait dire je pratique pour atteindre shamatha ou je pratique pour atteindre vipassana si jamais je dois essayer de développer la compréhension profonde, par exemple. Peut-être qu'on va encore peut-être une question et puis on va pouvoir peut-être continuer sur les nouveaux points, peut-être. Il y en avait encore 2, si tu veux qu'on... Allez, je vais faire encore 2 questions alors. Sarah qui disait, lorsque tu as dit de ne pas observer une sensation spécifique, je commençais justement à entrer en contact avec l'une d'entre elles afin de l'observer et de définir ses caractéristiques. Très vite, je suis donc revenu à ne porter mon attention à ne pas porter mon attention sur un phénomène plutôt qu'un autre. Je me demandais ce qui différencie ma première action de celle que tu demandais, notamment en termes de résultats. Oui, alors ça correspond un petit peu à la question précédente. Essayer de comprendre nos sensations et la manière dont on y réagit, c'est déjà la pratique de méditation analytique. Comment on réagit, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Si notre intention est d'essayer de comprendre, on est peut-être plus à ce moment-là sorti de la méditation de calme mental vers une méditation analytique. Si dans notre méditation, on essaie de développer du calme et de la concentration, et c'est ce qu'on essaie de faire dans ces 4 étapes, là on médite plutôt sur le calme mental. C'est pour ça qu'on essaie de garder, pour qu'on puisse se dire et progresser dans la méditation de calme mental, il faut que pendant la pratique, on reste sur le souffle. Donc pas tomber complètement dans l'observation d'une sensation particulière, parce que sinon on quitte le souffle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de méditation dans laquelle on va pouvoir observer chacune de nos sensations particulières. Et ça peut être dans la pratique de la méditation analytique. Comment on réagit à nos sensations? Et du coup, la dernière qu'on va voir maintenant, j'ai parfois du mal à rester concentré sur le souffle quand je me concentre sur les sensations et les activités du corps. C'est plutôt un va-et-vient entre les deux, le souffle, les sensations, le corps, le souffle. Aussi, est-ce que la méditation sur le souffle que tu nous proposes peut être suivie par une méditation analytique sur les émotions quotidiennes ou sur la mort et l'impermanence? Bien Julien, sûr, avec toi. oui. Ça, on va essayer de faire un peu une transition aujourd'hui sur la méditation analytique, c'est important. Si vous pensez que c'est trop difficile d'observer le souffle et le corps, vous enlevez le corps, par exemple. Vous gardez que le souffle et vous détendez seulement le souffle. C'est possible. Hein, c'est des indications, ça. J'ai été en contact avec pas mal de commentaires où il y a des participants, des méditants qui ont ce problème de voir à la fois le souffle parce qu'ils ont une forme de dualité dans l'esprit, souffle, corps. Non, il vaut mieux à ce compte-là méditer simplement sur le souffle. Donc, okay.
Du coup, Oui, il y a d'autres questions qui arrivent. Je propose qu'effectivement on fasse un autre temps à la toute fin. ouais, à la toute fin, on peut essayer je vais essayer de couvrir le sujet d'aujourd'hui euh, sans être trop rapide parce que c'est pas le but. Donc on voit que si on veut rétablir notre motivation, si on commence la méditation et qu'on a envie que la méditation se termine ou de réduire sa durée, on peut essayer de prendre ce temps de méditation pour se dire quelles sont les qualités de la méditation, pourquoi je médite, à quel point c'est important d'avoir un esprit sans distraction, et de se souvenir de ça. L'enthousiasme, il est généré à la fois par notre réflexion et à la fois par la méditation elle-même, parce que quand on médite, on observe en temps réel, oui, c'est vrai que j'ai des bienfaits, je me sens calme, ça fait du bien de se sentir calme, de ne pas être absorbé dans quelque chose d'autre, d'être simplement là et trouver du plaisir dans quelque chose que je pensais complètement ennuyeux au départ. Le souffle, waouh, je suis sur le souffle, j'inspire, j'expire, je l'aime, c'est calme et je sens que dans ce calme naît une forme de concentration qui me permet ensuite de comprendre les choses beaucoup plus à fond. Ça peut me servir dans mon travail, ça peut me servir dans la vie de tous les jours, dans les problèmes que je rencontre. Voilà, de voir clairement. Donc, ce que je peux vous exhorter à faire autant que possible, c'est de penser que la méditation du souffle n'est pas la seule chose à faire. Il faut essayer de comprendre aussi. Il faut essayer d'intégrer cette compréhension profonde. Et de la même manière que j'ai dit qu'il était important d'observer nos comportements dans la vie de tous les jours et qu'il ne s'agissait pas seulement de penser que la méditation suffit, on a vu le premier jour, de penser qu'il s'agit seulement d'une technique et cette technique va pouvoir soigner tous les maux, c'est d'intégrer autant que possible la réflexion dans la vie de tous les jours. C'est à travers cette réflexion qu'on peut avoir dynamisé à travers notre pratique du calme mental qu'on va réussir à transformer notre expérience, notre comportement, prendre des décisions et toutes les grandes orientations qu'on peut donner à notre vie sont quasiment pour la plupart le résultat de nos réflexions profondes, qui prennent du temps de sortir d'une situation compliquée, d'une relation compliquée. Donc il faut aussi réintégrer la méditation dans une voie spirituelle. Je l'ai dit hier à Découverte du bouddhisme, la voie spirituelle, c'est pas de faire le grand écart à la Bruce Lee en allant dans les montagnes en Chine et de se mettre sous une cascade froide pendant 1 heure. La voie spirituelle, c'est faire de son esprit un chemin qui conduit quelque part. Et la voie spirituelle, elle n'est pas circonscrite à la méditation placement. C'est pas simplement se sentir bien quand on médite sur le calme. C'est maintenant qu'on a ça, on peut développer des choses. Quand on a développé le calme mental, un peu plus de calme mental, c'est comme si on montait sur le toit de notre maison, si on a une maison avec un toit plat, et qu'on monte à un télescope. Mais si on s'habitue à monter le télescope, il faut du temps pour monter un télescope. Il faut le régler, il faut l'orienter vers l'objet qu'on souhaite regarder, faire les réglages, la focale, tout ça. Mais si à chaque fois on monte le télescope et une fois que c'est terminé, on le range et puis on passe à autre chose, on ne va plus avoir envie de regarder les étoiles parce qu'on ne les regarde pas finalement. Donc il faut s'habituer à monter le télescope, c'est ce qu'on a fait dans la méditation de calme mental. Et puis une fois que c'est fait, il faut regarder les étoiles, il faut regarder l'univers, il faut regarder à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui peuple notre esprit, comment comprendre la réaction qu'on a à nos émotions perturbatrices, quelles sont nos émotions perturbatrices, comment les analyser. Donc vraiment essayer d'équilibrer dans notre pratique, et c'est ce que je vais vous encourager à faire dans la semaine qui vient, de diviser votre méditation à travers le plan qu'on va vous transmettre entre méditation de placement et méditation analytique. Donc, cette séquence de l'Anapanasati, on peut le comprendre à travers la méditation de placement. La première séquence, c'est observer le souffle, j'essaie de concentrer le souffle, mais c'est ce qu'on a vu, on pourrait aussi essayer de comprendre le souffle, par exemple, comprendre son impermanence, comprendre à quel point ce souffle, il est indispensable. On pourrait comprendre, mais à quel point ma vie, l'existence de mon corps, elle est conditionnée par des choses insignifiantes en apparence. En l'occurrence, avoir à respirer de l'air. On peut comprendre beaucoup de choses en observant le souffle. Comprendre l'impermanence, que les choses ne demeurent jamais, mon souffle, mon inspiration, mon expiration, à quel point j'ai besoin de l'air. Ça peut défaire en nous cette impression d'autonomie, qu'on est une personne qui ne dépend de rien, non.
j'inspire, j'ai besoin d'air. Et quand on le réalise à travers la méditation, il y a une forme de « waouh ». Cette interdépendance qui nous ramène à la compréhension des causes et des conditions qui procèdent à l'existence de tout ce qui est impermanent. Donc sur tous ces éléments qu'on a vus, l'observation du corps, du souffle, des sensations et aujourd'hui des émotions, des pensées, on peut les travailler pour développer du calme mental, mais on peut aussi essayer de les travailler pour les comprendre plus en profondeur, pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Donc on peut cultiver le calme mental et on peut également cultiver l'analyse sur ces choses-là. Donc je vais prendre ces éléments-là et puis je vais vous montrer pour chacun qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc pour le souffle, par exemple, on peut se concentrer sur le souffle pour développer l'attention. J'inspire, je suis conscient du souffle, j'expire, je suis conscient du souffle, mais on peut essayer de le comprendre, ce souffle, également. On peut comprendre l'impermanence, on peut comprendre l'interdépendance. Donc il y a des choses profondes qu'on peut comprendre en observant le souffle, mais il s'agit plus simplement de l'observer. Il faut essayer d'inférer, il faut essayer de changer d'angle, d'observer un aspect particulier, d'extrapoler. Ça, c'est les deux types de méditation, d'analyse qu'on peut avoir. C'est changer d'angle, d'observer un aspect, et puis c'est aussi de voir la grande image. Ce n'est pas simplement sur ce qui se passe maintenant, comment je peux le comprendre pour les autres. Et on va le voir pour le corps, c'est peut-être plus net. Le corps, on peut l'observer dans le cadre du calme mental pour développer de la concentration. Pas nécessairement comme l'objet, mais comme on a vu, on a cette appréhension du souffle à l'intérieur du corps. Mais ce souffle, on peut être beaucoup plus concentré si on détend le corps. Donc en détendant le corps, on est beaucoup plus concentré sur le souffle, parce que si on est crispé comme ça en méditant, eh ben, on a du mal à développer le calme mental sur le souffle. Donc observer le corps en le détendant, ça permet d'être beaucoup plus concentré. Ça, c'est le calme mental. Mais on peut observer le corps comme un objet à part entière. Observer le corps pour comprendre son impermanence, pour comprendre les problèmes qui sont liés au corps, que de toute façon, ce corps, il fonctionne, mais il ne fonctionnera pas toujours. On peut comprendre l'interdépendance de tous les éléments intérieurs du corps. On peut comprendre son impersonnalité, c'est-à-dire qu'aucun des éléments de mon corps n'est un moi. Voilà, je suis composé d'une multitude de choses. L'idée que mon corps est quelque chose de solide, d'unique, c'est quelque chose qui, lorsque je l'observe avec un peu de sagesse, je comprends que non. Pourquoi j'aurais peur de transformation dans mon corps, puisque de toute façon, le corps n'est que transformation. Et ça, c'est une forme de sagesse qui dénoue les craintes de la transformation, quelle qu'elle soit. Et puis après, on peut extrapoler, on peut comprendre un peu plus et dénouer les angoisses relatives à la mort, par exemple. On peut considérer aussi la préciosité de la vie en observant le corps. Waouh, j'ai ce corps, ces facultés mentales. C'est incroyable. J'ai cette capacité d'avoir du temps pour méditer, transformer mon esprit. Je n'ai pas un corps avec des défaillances intellectuelles qui m'empêchent de réfléchir à des choses importantes dans la vie. On peut voir l'importance que ça a, la préciosité. Et puis naturellement, quand on développe la préciosité de ce qu'on a, on peut aussi se dire, mais tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'a pas la chance de développer ce calme, d'avoir simplement l'espace mental de passer quelques minutes sur le souffle. Donc on peut avoir beaucoup plus d'espace pour développer la compassion pour les autres. Vous voyez, simplement en observant le corps, déjà, on peut comprendre des choses profondes. On a vu aussi la fois dernière l'observation des sensations, de la qualité de l'expérience. Donc dans le calme mental, c'est d'essayer de développer cette joie, parce que si on n'a pas cette joie, c'est difficile de développer le calme mental. Si on n'aime pas l'objet, c'est difficile de développer le calme mental si le souffle nous semble très ennuyeux. Donc on essaie de débloquer en nous cette capacité à se dire « Waouh, j'inspire, le souffle, c'est superbe, je suis calme, je suis en paix, je fais une expérience rafraîchissante, positive. » Mais on peut faire autre chose avec les sensations. Ça, c'est hyper profond d'observer les sensations. Une fois qu'on a développé un peu de calme et qu'on a observé cette qualité d'expérience, maintenant on va observer toutes les sensations et se dire, voilà, la sensation que je ressens, plaisante ou déplaisante, ben, elles existent déjà. J'ai des sensations déplaisantes à l'intérieur de moi. Et c'est impossible
de lutter contre. Elles sont là, de toute façon. J'ai des choses à l'intérieur de moi qui sont déplaisantes, qui sont des sensations déplaisantes plutôt. Et on voit qu'elles sont impermanentes, elles vont, elles viennent, elles se remplacent les unes les autres. Elles peuplent notre esprit rapidement, elles vont, elles viennent, elles se dissolvent. Elles existent, quelques instants se dissolvent, passent à autre chose. Donc on se dit, mais voilà, il n'y a pas à mettre autant d'espace mental pour chercher le plaisir qui de toute façon est quelque chose d'impermanent, qui vient, qui... Voilà. Donc ça c'est une profonde implication pour notre vie aussi. On peut comprendre et se poser la question, extrapoler sur ces sensations et se dire qu'est-ce qui produit ces sensations plaisantes? Est-ce qu'il y a un lien entre mes émotions et les sensations plaisantes? Ça, c'est comprendre le karma, c'est pas comprendre quelque chose d'oriental ou d'exotique, le karma. Karma, c'est action, c'est comprendre quel est le lien entre mes expériences satisfaisantes et mes émotions. Est-ce que mes émotions, est-ce que la colère, elle produit la souffrance? Est-ce que mon avidité, elle produit le bonheur? Et quand on observe le lien entre nos sensations et nos états mentaux, on peut commencer à comprendre le lien qu'il existe entre nos actions et leurs résultats en expériences satisfaisantes ou pas. Comprendre le karma, c'est comprendre que nos expériences satisfaisantes, elles sont produites par des éléments extérieurs, par de multiples facteurs, mais également et surtout par nos émotions constructives, par notre calme, par notre altruisme, par notre bienveillance. C'est ça les gros producteurs de bonheur. Et comprendre ça, c'est comprendre le karma. Simplement en observant les sensations, comment je réagis à mes sensations? Comment je réagis à ma souffrance? Comment je surimpose sur la base de la souffrance que je ressens, une souffrance du rejet, par exemple? Comment je réagis à mes sensations? Ben ça, il faut déjà observer ces sensations, avoir compris, ceci est une sensation déplaisante, et après comprendre la réaction qu'on a. Je ne veux pas qu'elle existe. Ça, c'est très profond aussi, ce qu'on peut découvrir en regardant nos sensations. Donc aujourd'hui, on va, dans le temps qui nous reste, essayer d'observer les formations mentales. Ce qu'on appelle les formations mentales, ce sont les pensées. Donc une fois qu'on a cultivé un peu de calme mental sur le souffle, on peut conserver une appréhension du souffle et observer nos pensées. Est-ce que je pense à l'avenir? Est-ce que je pense au passé? Est-ce que je pense au présent? Est-ce que c'est une projection mentale? Est-ce que c'est une imagination, une rêverie? Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Parce que le but de la voie spirituelle, et ça c'est Lama Yeshe, un grand maître tibétain qui l'a dit, c'est devenir son propre thérapeute. Comprendre et devenir son propre thérapeute, c'est déjà faire un diagnostic. Et le diagnostic le plus fin qu'on puisse faire, c'est d'observer notre esprit pour voir ce qui s'y passe, de savoir noter de savoir comprendre les états mentaux qu'on traverse et de savoir y apposer leur antidote. Et ça revient encore à cette adaptation de la méditation. S'il y a des jours où on a une forte tendance à la tension, il vaut mieux pas essayer d'en faire trop, mais il faut identifier ces émotions, ces facteurs mentaux qui sont dans notre esprit. Savoir identifier l'avidité, par exemple, c'est pas évident, parce que parfois on l'a notre esprit, l'instant d'après on l'a oublié. Donc, une fois qu'on a développé le calme mental, on peut passer du temps, essayer de se dire, est-ce que j'ai une forme d'attraction dans mon esprit, une forme d'aversion? Et puis savoir reconnaître cette faune invisible qui peuple notre esprit. C'est comme si on était dans la nuit. Et bien au départ, on ne voit que de la nuit, et puis on finit par avoir cette acuité visuelle pendant la nuit de reconnaître des formes. Tout cet esprit qui est complètement invisible, qui est immatériel, il faut qu'on arrive à différencier ce qui le peuple. Donc une fois qu'on développe le calme mental, on essaie de faire exactement la même chose, pas qu'on a développé un peu plus de calme mental, on essaie d'observer les occurrences de l'esprit, mes émotions, mes pensées. Donc on commence par les pensées, puis on finit par les émotions. On commence par observer à quoi je pense, sans essayer de le suivre. Parce que si on fait cet exercice sans avoir développé un peu de concentration, ce qui arrive souvent, c'est qu'on finit par être emmené dans nos pensées. C'est comme si notre mission était de garder une porte pour savoir qui rentrait à l'intérieur d'une maison, et chaque fois que quelqu'un venait pour rentrer dans la maison, on finissait par le suivre et lui adresser quelques mots, s'engager dans une conversation avec cette personne-là. Non, il faut rester sur la porte. Si on ne cultive pas un peu de calme mental, on va être emmené dans nos pensées. On ne va pas avoir ce point de référence qui va pouvoir regarder à l'intérieur de nous avec un maximum d'objectivité.
Donc, on développe le calme mental et en continuant à être un petit peu conscient de notre souffle, toujours en ligne de mire ce souffle, on développe une conscience de qu'est-ce qui peuple mon esprit, quelles sont mes pensées. Il faut toujours conserver un peu de souffle, sinon on finit par se raconter des histoires, partir de nos pensées, être dans le jugement personnel. Non, vraiment le faire avec le maximum de neutralité permise par ce point de référence qui est le souffle. Donc, le point qu'on voit aujourd'hui, c'est d'observer ce qu'on appelle les formations mentales. Et ça sert extraordinairement pour comprendre et dépasser nos émotions perturbatrices, qui sont de toute façon les plus gros producteurs de souffrance qu'on puisse imaginer. Et ça, c'est à nous de le vérifier. On ne l'accepte pas comme ça, on essaie de le vérifier. Mais ça sert également dans la méditation de calme mental, parce que la méditation de calme mental, vous vous souvenez, c'est vraiment cet équilibre. D'abord, on essaie de supprimer un peu les distractions avec bienveillance, hein, pas supprimer avec une Kalachnikov, non, vraiment avec le fait de développer cette force de la pleine conscience, qui est cette vue mentale. Mais ensuite, une fois qu'on est focalisé sur l'objet, on a des perturbations, on a des interférences, et il faut savoir les reconnaître. Mais si on n'a pas développé préalablement la compréhension, on n'a pas fait un peu de clarté dans cette nuit de l'esprit, on va avoir du mal à savoir est-ce que c'est une forme de léthargie qui vient, est-ce que c'est une forme d'excitation. Donc même pour développer le calme mental et la vigilance, c'est-à-dire savoir reconnaître quel est mon état d'esprit et savoir adapter en fonction pour essayer d'arriver à ce point d'équilibre très subtil qui est la stabilité, la clarté, il faut que je développe cette vigilance. C'est comme un télescope ou un appareil photo. Un appareil photo, il n'est pas simplement en train de prendre une image. Un bon appareil photo, il a aussi un capteur de lumière, il a un capteur de distance, parce que s'il n'a pas de capteur de lumière et capteur de distance, l'image, elle va être floue. Et de la même manière, il ne s'agit pas simplement d'observer le souffle, il faut avoir développé aussi ce petit indicateur de savoir est-ce que mon esprit est sur le point d'être distrait, est-ce qu'il est distrait. Parce que la pleine conscience, elle ne fait pas ça. La pleine conscience, elle est très basique. Hein. Elle se fiche sur son objet, mais il faut développer cette vigilance. Donc, observer les pensées, ça sert à la fois pendant qu'on est observant du souffle, pour essayer d'adapter notre méditation, mais ça sert aussi pour développer une forme de sagesse, de comprendre notre comportement, quels sont les schémas qu'on répète, les choses qui se répètent à notre esprit, comment on peut leur apposer un antidote, comment on peut essayer de les remplacer par d'autres, comment on peut essayer de dépasser des choses qu'on pensait impossibles, comment on peut se désengager, se désidentifier de nos pensées, parce que de toute manière, nous ne sommes pas nos propres pensées. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'une fois qu'on a fait cette séquence en 6 ou en 4, on peut passer un peu de temps pour simplement, toujours conscient du souffle, avec la concentration, commence jamais par ça, et dire voilà, est-ce qu'il y a en moi la présence d'une forme d'attraction ou de répulsion? On commence par ça, on ne commence pas par identifier l'attachement ou l'aspiration ou bien la colère. Simplement, c'est une forme de... Est-ce que mon esprit a une forme de... Est-ce qu'il est aimanté vers quelque chose ou pas? Autre chose que le souffle. Et on peut commencer même avant ça, et ça c'est dans le plan qui va vous être transmis aujourd'hui. Commencez simplement par observer vos pensées, sans partir. À quoi est-ce que je pense? Est-ce que cette pensée elle est connectée au passé? Est-ce qu'elle est connectée au futur? Pour simplement faire un peu plus de lumière petit à petit sur le monde de la pensée, le monde des choses, des occurrences conceptuelles dans l'esprit. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, il y a 2 nouvelles étapes aujourd'hui. Observer les pensées et puis ensuite calmer un peu ce flot de la pensée. On va faire la même chose pour les pensées que ce qu'on a fait pour les sensations et qu'on a fait pour le corps. OK? Donc, vous pouvez reprendre une position confortable. On va le voir là aujourd'hui pour que vous ayez en tête les instructions de comment observer la conscience des pensées, mais vous aurez peut-être plus le loisir de l'observer quand vous ferez cette méditation cette semaine avec le plan d'entraînement
qui va vous être transmis. Donc, je vous encourage à prendre une position confortable et tonique, et calme, et relâchée. Simplement commencer déjà par se souvenir de ce potentiel qu'on a, cette chance qu'on a. Et on va voir, ça va être le sujet de la semaine prochaine, mais envisager un petit peu la nature de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Et quand on médite sur la nature de la conscience, on comprend que toutes ces émotions perturbatrices, jamais, jamais nous avons la capacité de teinter, de souiller, on pourrait dire, cette nature de la conscience. Et se mettre un petit peu en phase avec la pureté de l'esprit, qui est ni bon ni mauvais, qui est simplement pur, qui est simplement connaissant, ça dissout notre impression que nous sommes nos propres émotions. C'est très libérateur, ça. Ça soulage de se dire je ne suis pas ni ma distraction, ni ma colère, ni mon angoisse. Dire que toutes ces choses jamais n'ont la capacité de teinter, de souiller la nature consciente que nous avons. Ça, c'est se souvenir de notre potentiel immense. Et ça dynamise notre méditation. De s'en souvenir ou de le cultiver. Ce qui rend possible aussi la transformation, puisque ces émotions ne teintent pas la conscience peut complètement prendre une autre direction, totalement se transformer. Il n'est jamais trop tard. Je vais être conscient de mon souffle quelques instants. J'inspire, conscient de mon inspiration. J'expire, conscient de mon expiration. Et là, durant ces quelques secondes, le but c'est de cultiver un peu de calme mental. Le but c'est la concentration. Notre méditation, c'est une méditation de calme mental. Ça, on peut imaginer que dans la semaine, si on a une demi-heure, on peut passer un quart d'heure à simplement essayer de développer un peu plus d'attention. Et là, on va quitter le souffle comme objet primaire de notre attention. L'objet primaire, ça va être d'observer le flux de nos pensées, sans nous laisser emmener par nos pensées, tout en conservant, en secondaire, l'observation du souffle, comme une encre. Comme si on était attaché à la porte d'entrée pour ne pas suivre toutes les personnes qui rentrent dans un bâtiment. C'est le souffle qui va nous retenir un petit peu pour éviter qu'on parte avec nos pensées. Là, c'est une méditation analytique. On essaie d'observer, comprendre un peu ce qui se passe dans l'esprit. J'inspire, j'expire, mais j'essaie de percevoir quelles sont mes pensées.
on s'aperçoit que très souvent, on a une pensée qu'on oublie dans la seconde qui suit. Et c'est pas grave. De la même manière qu'on a des distractions quand on pratique le calme mental, on a de l'oubli quand on pratique la méditation analytique. On a du mal à les reconnaître. Pourquoi on pensait vraiment? Quand on a une pensée, je suis conscient de cette pensée. Quand j'ai pas de pensée, je suis également conscient que j'ai pas de pensée. Pensée, ça peut être une voix intérieure, ça peut être une image mentale. Observer une sensation, c'est pas une pensée vraiment. Observer la conscience sensorielle, un picotement, une douleur, c'est pas une pensée. La pensée, c'est quel est le dialogue intérieur qu'on va se dire une fois qu'on a cette sensation, par exemple. Ça, c'est une pensée. Si on pense à ce qu'on va manger ce soir ou dans quelques minutes, la méditation va se terminer en 10h30, va dépasser, c'est une forme de pensée. Je la reconnais seulement. Donc on commence par petit, on commence par reconnaître simplement que j'ai des pensées. Puis après, on peut les catégoriser, ces pensées, en se disant est-ce que c'est une pensée sur l'avenir, sur le passé, sur le présent? Et ça, c'est riche d'enseignement parce que, en passant un peu de temps à observer les pensées qui sont considèrent le futur ou le passé, on s'aperçoit à quel point en observant sans arrêt de choses qui n'ont pas lieu dans le présent, et à quel point on a absorbé sans arrêt dans autre chose. Ça, c'est riche d'enseignement de comprendre. Et ça aide plus tard la concentration. De voir à quel point on est toujours dans l'attente de quelque chose dans le futur, dans le ressassement de choses passées, que rarement on est absorbé dans le présent. Donc, dans quelques instants, je peux dire est-ce que cette pensée elle est dirigée vers le passé, le présent ou le futur? C'est toujours le souffle, comme une encre. On peut essayer également d'observer les pensées
en termes d'attraction, de répulsion? Est-ce que j'ai une pensée qui est attirée par quelque chose? Est-ce que j'ai une forme de répulsion? Et si j'ai l'absence de répulsion, l'absence d'attraction, je dois être également conscient de ça. Pas simplement essayer de débusquer l'attraction, la répulsion, mais leur absence, très important, très 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 important dans la pratique, d'avoir cet équilibre positif. Parce que lorsqu'on commence à mettre le doigt sur l'absence de ces choses-là, on ouvre la porte de la nature de la conscience. On concentre beaucoup plus profondément l'esprit. Parce qu'on observe comme une pleine conscience de l'absence de perturbation, l'absence d'attraction, l'absence de répulsion. On peut terminer par, toujours un petit peu conscient du cycle du souffle, j'inspire, je calme l'activité mentale de mes pensées, en douceur, sans trop en vouloir, sans essayer que ce soit nécessairement efficace tout de suite, toujours conscient de cette petite latitude qu'on peut avoir durant la méditation. Et terminer par une petite pensée altruiste, alors puisse ces qualités sur lesquelles on a joué quelques minutes, ces qualités de la concentration, de la pleine conscience, alors on peut souhaiter que les êtres la possèdent autant que possible, parce que c'est un ingrédient à la paix intérieure, et de la paix intérieure vient la paix extérieure. L'absence de perturbations mentales qui sont à la racine des guerres, de nos activités belliqueuses, puissent tous les êtres posséder un peu plus de paix, de concentration.
des êtres sensibles. Et vous pouvez calmement rouvrir les yeux si vous aviez fermé. On va conclure. Donc là, on a vu assez rapidement quelques-unes des étapes sur l'observation des pensées. Vous l'aurez dans les instructions que vous pourriez pratiquer dans le mail qu'on va vous envoyer pour essayer de passer un peu plus de temps, parce qu'on pourrait quasiment passer une semaine à simplement observer nos pensées et le souffle. Et puis une autre semaine peut-être à observer est-ce qu'elles sont en référence au passé, au présent, au futur, ou d'observer est-ce que c'est de l'attraction, de la répulsion. Et puis après, d'observer est-ce que c'est de l'attachement ou de l'aspiration, parce que toutes les aspirations ne sont pas nécessairement mauvaises, toutes les attractions ne sont pas nécessairement négatives ou problématiques. Il y a l'aspiration profonde qu'on peut avoir à développer nos qualités, qui est une forme d'attraction aussi. Les répulsions ne sont parfois pas toutes problématiques non plus. Donc c'est raffiné ensuite pour pouvoir nommer nos émotions, nos perturbations ou nos facteurs mentaux constructifs comme la bienveillance, la patience, etc. Donc, dans le plan que vous allez recevoir cette semaine, vous allez pouvoir pratiquer sur l'observation, sur comment calmer un petit peu les pensées, et vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que c'est facile, est-ce que vous y arrivez, est-ce que ça a du sens. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'équilibrer l'observation, essayer d'observer l'absence de ces choses-là aussi. D'observer l'absence de ces pensées, ça va vraiment servir dans le sujet sur la nature de la conscience la semaine prochaine. Pas observer simplement, il ne faut pas se mettre à l'affût des choses problématiques. C'est comme si on cultive le calme mental et qu'on n'observe que nos distractions, par exemple. Non, il faut absolument être conscient des choses positives qu'on fait, savoir se réjouir à la fin, savoir se dire, waouh, pendant quelques secondes, même quelques secondes, j'ai pu conserver un peu l'attention sur le souffle. Si je fais une seconde de plus à chaque fois, je vais pouvoir avoir un peu plus de concentration, ça va me servir. Vraiment avoir cet esprit équilibré, pas se tenir à l'affût. Ok, donc on va vous envoyer le plan d'entraînement si vous voulez le suivre pour la semaine qui vient. Si vous n'êtes pas inscrit sur le groupe de discussion Google dans lequel je peux échanger avec vous sur des aspects de votre méditation, vous pouvez en message privé nous envoyer votre email et puis on vous inscrira au groupe. Voilà. Ben, si vous souhaitez partir, si vous avez quelque chose à faire, vous pouvez y aller. Moi, je pense que je vais passer quelques minutes si Arnaud a encore du temps. Sinon, moi, je peux peut-être le faire tout seul pour répondre aux questions que vous auriez sur ce qu'on vient de faire, par exemple. Non, c'est bon, François. Oui, OK ? effectivement, comme la semaine dernière, vous pouvez tout à fait quitter la session sans que ça dérange personne, donc sentez-vous libre. Du coup, je vois qu'il y a effectivement pas mal de messages. Alors, en question, après, il y en a qui demandent peut-être aussi un peu de temps, donc à toi d'apprécier si tu veux y répondre maintenant ou pas, hein, François. Mais OK. Ben, je prends les questions, peut-être pas du coup les commentaires. Est-il possible de faire un chemin normal sur la voie spirituelle et méditative avec certains troubles mentaux? Personnellement, il m'arrive parfois de ressentir dans la méditation les mêmes caractéristiques que mes troubles mentaux. Cela crée beaucoup d'angoisse et je le ressens comme un obstacle à ma pratique méditative. Y a-t-il des manières d'agir dans ces situations spécifiques? alors ça, malheureusement, je ne suis pas du tout habilité à pouvoir répondre à cette question parce que je ne connais pas la nature des troubles mentaux. Il y a certains troubles mentaux qui sont euh, quand j'ai parlé de devenir son propre thérapeute, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus besoin de thérapeute. Ça veut dire que pour avoir la chance de pouvoir devenir son propre thérapeute, il faut avoir des conditions et un environnement satisfaisant, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Donc, il y a encore vraiment besoin de thérapeutes, de médecins. Donc, je ne peux pas répondre à cette question sur les troubles mentaux parce que je n'en connais pas la nature et que je ne sais pas s'ils sont rédhibitoires ou trop invalidants pour la pratique de la méditation. Mais en tout cas, là, on peut,
on peut avoir des troubles mentaux et continuer à méditer. Ça dépend de la nature de ces troubles mentaux, mais je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Peut-être que cette personne peut me contacter en message privé ou m'envoyer un mail, peut-être pour en parler, mais comme François, ça, c'est moi qui ai posé la question et je t'ai envoyé un mail il y a 2 semaines à peu près. Ah bon? Oui, Un mail? ouais. Mais sur franc_db@kalachakra. Je sais plus, sur François, je crois, @kalachakra.com, un truc comme ça. Ah, ben j'ai pas de compte qui est comme ça, moi. Ouais, en fait, Ah, mais peut-être que tu l'as envoyé sur le Gmail, mais je vais jamais sur le Gmail. Ah, Alors, peut-être. ah, ben Bon. alors tu peux m'envoyer sur franc_db. Ok, je vais faire Ah, beaucoup. ben, excuse-moi, merci. Bah non, mais... parce que il y a des franc_db@kalachakra. Parce que je réponds aux mails hein, en général qu'on m'envoie. Ah, super, merci. Donc Bah, je renvoie. je pourrais y répondre. Ça marche. Ok? D'autres. Alors attends, parce que j'étais en train de taper ton Pardon, excuse-moi. mail, mais tu l'as fait en même temps. Oui, alors une question qui a été posée aussi sur le Google Site. Pourquoi la méditation analytique fonctionne si bien quand elle est guidée? Pourquoi elle reste si difficile quand ce n'est pas le cas? Bah, ça dépend parce que moi c'est l'inverse. Moi je suis assez peu réceptif aux méditations guidées par exemple. J'ai beaucoup de mal avec les retraites de groupe où pour moi ça fonctionne pas tellement. Mais euh, parce qu'il y a un cadre aussi dans la méditation guidée qui parfois quand on est tout seul, on a plus ce cadre et on finit par papillonner, ça crée une structure d'être dans l'observation et dans l'écoute d'une voix qui nous guide. Mais ça dépend encore une fois de chaque individu. Ça. Il y a des personnes qui aiment moins ou plus les méditations guidées. D'ailleurs, au centre, moi je parle parfois beaucoup. Il y en a qui trouvent que c'est trop verbieux. Donc, ça dépend de chacun. Après, il y en a qui ont besoin d'être guidés, où il y a beaucoup de paroles, puis d'autres où il y a beaucoup de temps de réflexion. Ça dépend de chacun. Mais continuez si vous aimez les méditations guidées. Moi, je parle beaucoup, donc. Voilà, le reste, c'était juste des commentaires, beaucoup de remerciements. Bon, bah alors, Effectivement, un grand merci François merci à pour toi cette René, session. d'organiser ça aussi. C'est bien qu'on puisse faire ça toutes les semaines. Donc, on a vu avec Arnaud peut-être rajouter une session parce que vous voyez que là, on a du mal à couvrir le sujet. Par exemple, aujourd'hui, on était un petit peu court. Donc, on va rajouter une session. La fois prochaine, on essaiera d'observer de la nature de la conscience. Et la fois prochaine, la 5e session, qui ne se fera peut-être pas à la même heure le dimanche, mais peut-être l'après-midi, on verra, on vous communiquera, sera sur l'observation de l'impermanence. Pour essayer de faire une ligne, une progression équilibrée, mais pas plus que comment dire. Parce qu'on fait souvent cette dichotomie entre la méditation analytique et la méditation de calme placement, comme si entre les deux, il y avait un mur. Mais on se rend compte en pratiquant que le passage de l'un à l'autre, il peut être très subtil. Et là, ce qui est indiqué dans la méditation sur le souffle, c'est que c'est parfois juste un tout petit détail qui change qui fait qu'on arrive dans la méditation d'observation. Il y a des méditations la méditation analytique qui sont très apparentes. Par exemple, on utilise du raisonnement, on se souvient, on utilise des exemples, des citations. Là, on voit vraiment qu'on est dans la méditation analytique. Et parfois, c'est simplement de l'observation de certaines caractéristiques. Par exemple, comment on réagit à nos sensations. Ça, on n'est déjà plus nécessairement dans la méditation de placement. Or, l'instant d'avant, on pouvait simplement observer nos sensations. Donc, voir que c'est vraiment progressif plutôt qu'une vraie rupture entre une méditation analytique et une méditation de placement. C'est ce qu'indique cette séquence, dont on ne va pas couvrir toute l'étendue parce que il y a trop de choses et puis peut-être que ce serait
ce serait trop long, mais en tout cas, les premiers points sont les plus importants, je pense, à notre niveau. Voilà, donc bonne journée. Merci à tous. Merci. Les enseignements sont enregistrés, donc vous aurez la capacité de les réécouter si vous voulez. Et puis, bonne pratique. Et si vous ne pratiquez pas, encore une fois, il n'y a pas de problème. Hein. C'est si vous le souhaitez seulement. Hein. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon dimanche. Oui.